Bien, mesdames, messieurs, chers amis et chers alumni, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle rencontre de Sciences Po Alumni, cette rencontre régionale Amérique au pluriel, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, réunis ce soir pour vous autour de deux professeurs qui viennent nous parler de l'élection présidentielle française, l'élection présidentielle 2022 vue des deux rives de l'Atlantique. Et pour partager analyse, témoignages avec vous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Martin Chain, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de New York, à New York University. Professeur Chain, bonsoir. Et bien sûr, Pascal Perrineau, professeur des universités à Sciences Po, président de Sciences Po Alumni. Pascal Perrineau, cher Pascal, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, ce dialogue entre les professeurs Chain et Perrineau va être organisé ce soir en trois temps. Une première réflexion qui va être organisée autour du thème d'une campagne présidentielle marquée du sceau de l'imprévisibilité, et Pascal Perrineau nous en dressera les contours et Martin Chain nous précisera comment cette élection est perçue depuis les Amériques et l'Amérique du Nord en particulier. Un deuxième temps permettra de mieux cerner ce qu'est le vote des Français à l'étranger, quels sont les thèmes prioritaires pour les résidents français en Amérique du Nord, pour ces résidents qui vont participer à l'élection présidentielle. Et là encore, le regard croisé de nos deux professeurs sera particulièrement pertinent. Et puis un troisième temps qui lui sera consacré plus largement aux enjeux internationaux, à la fois sur la place que les relations transatlantiques occuperaient potentiellement dans le programme de chacun des candidats à la présidentielle française, et du côté des Amériques, de l'Amérique du Nord en particulier. Est-ce qu'il y a une ou des candidats qui auraient les faveurs des pouvoirs en place aujourd'hui aux États-Unis et au Canada notamment. Sans plus tarder, messieurs, merci à nouveau d'avoir accepté de venir échanger avec les alumni de Sciences Po. Merci pour votre disponibilité. Et je vous propose de commencer par Pascal Perrineau. Cher Pascal, les spécificités et les enjeux de cette campagne présidentielle 2022, quels sont-ils? Merci beaucoup, Bernard, de cette introduction. En effet, l'élection à laquelle nous allons participer dans 2 semaines à peu près maintenant, c'est-à-dire demain, est une élection qui n'est vraiment pas une élection comme les autres. C'est dans la série des élections présidentielles sous la 5e, la 11e élection présidentielle, celle de 1965 étant la première sous la 5e République. C'est la 12e si l'on prend l'histoire longue, puisqu'il y avait eu une élection du président par le peuple en décembre 1848 lors de l'éphémère Seconde République, mais les Français avaient eu la mauvaise idée de choisir le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait fait un coup d'État. Et donc, 3 ans après, et donc l'élection présidentielle a été, jusque dans les années 60, une élection qui était considérée comme l'élection d'un potentiel dictateur. C'est pour ça qu'on a évité pendant plus d'un siècle d'élire notre président directement par le peuple. Mais aujourd'hui, tout le monde admet l'élection présidentielle par le peuple. Pendant très longtemps, sous la 5e République, cette élection était organisée autour de 2 caractéristiques. D'abord, la première caractéristique, c'était une élection qui passionnait les Français. On a eu même des seconds tours d'élection où il y avait
plus de 80% de participation, 85% de participation. Donc, il y avait au deux bouts de la chaîne du système politique en France une passion pour la scène municipale, les élections municipales qui passionnent les Français, et pour la scène nationale, l'élection présidentielle, ce qui me fait dire souvent que les Français ont deux patries. Ils ont la nation française et la commune. Leur cœur civique se partage entre les deux. Ça, c'était une première caractéristique. La seconde caractéristique, c'était les élections présidentielles, c'était le grand moment de l'affrontement des gauches et des droites, avec au second tour une union des gauches et une union des droites, avec une offre politique qu'on a appelée pendant très longtemps une offre politique bipolaire, où on avait l'impression qu'on allait changer le monde en votant pour le camp d'en face. Ça a marché comme ça en 65, en 74, en 1980, en 1988, jusqu'à une date récente, en 2012, c'est encore comme cela, lorsqu'il y a le second tour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ces deux caractéristiques sont en train de se dérégler profondément. D'abord, l'élection présidentielle, je regardais encore avant de venir les derniers sondages, plus on rentre dans l'élection présidentielle, moins il y a de Français qui disent qu'ils vont participer. C'est-à-dire, plus on en parle, plus les Français se méfient. Et on risque d'avoir, peut-être, pour la première fois, une élection présidentielle très fortement impactée par l'abstention. Certains disent que l'abstention pourrait atteindre de 30 à 35% des inscrits, c'est-à-dire un tiers des électeurs inscrits sur les listes électorales. Donc, une élection qui se déroule dans un contexte de trouble profond, avec une tentation qui est de protester, mais de protester en se retirant, non pas de protester en votant. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que le scénario le plus prévisible, on peut avoir des surprises, je le prévois des moments. Le scénario le plus prévisible, c'est un affrontement, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec une élimination, une fois de plus, de la gauche, mais la gauche est presque habituée à être éliminée. Elle a été éliminée en 1969, elle a été éliminée en 2002, elle a été éliminée en 2017, et là, il y a de très grandes chances qu'elle soit éliminée en 2022. Donc, une gauche qui serait à nouveau absente. Et une gauche qui, en plus de ça, n'a jamais été aussi faible dans l'histoire des élections présidentielles. Aujourd'hui, quand vous faites la liste des candidats de gauche, et ils sont nombreux, puisque toutes les sensibilités sont représentées, il y a même 2 trotskistes, comme d'habitude. En France, on a cette exception trotskiste, avec même un pluralisme au sein de les familles trotskistes, puisqu'il y a 2 candidats, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Quand vous prenez absolument tous les candidats, jusqu'au vert, etc., eh bien, vous avez 25%, 24 à 25% des Français disent qu'ils voteront pour la gauche. On n'a jamais connu, dans l'histoire de l'élection présidentielle, une gauche aussi faible, aussi divisée et aussi faible. La droite, elle avait l'habitude, elle était toujours là au second tour, sauf en 2017, où François Fillon a été éliminé d'une courte tête, mais a été éliminé comme candidat républicain. Et là, si l'on en croit les sondages d'opinion, Mme Pécresse, qui est candidate des Républicains, est en 4e position à peu près, pour l'instant, assez loin de Mme Marine Le Pen, qui, elle, est aux alentours de 17, certains sondages disent même 18-19% des intentions de vote. Donc, nous sommes à nouveau dans une élection présidentielle qui, comme en 2017, va profondément redistribuer les cartes du système français et va peut-être accoucher d'une nouvelle vie politique française, avec une gauche et une droite que l'on connaît, j'allais dire depuis des siècles, enfin que l'on connaît, oui, depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, que l'on connaît en tout cas sous la Ve République de manière à peu près constante, et qui n'aurait plus ni représentant ni représentante au second tour. Et on verrait se substituer à ce clivage
un clivage entre Macron et Le Pen, mais qui n'est pas un clivage entre un jeune président et une jeune ou moins jeune candidate représentant ce qu'on pourrait appeler un populisme de droite, mais une opposition qui n'a plus grand-chose à voir avec la gauche et la droite traditionnelle. Emmanuel Macron étant plus que jamais un candidat et de droite et de gauche et du centre, et Marine Le Pen étant une candidate, comme elle le dit, ni de droite, ni de gauche, mais française, c'est-à-dire jouant sur le clivage national, beaucoup plus que sur le clivage idéologique. Ce clivage, si vous voulez, est très intéressant parce que, je terminerai par là, c'est un clivage entre une France qui considère que le pays a tout à gagner à l'ouverture, que l'ouverture soit l'ouverture de la globalisation économique, qu'elle soit l'ouverture politique avec la construction européenne ou bien les instruments de gouvernance mondiale, G7, G20, OMC, FMI, etc., ou bien même une droite qui considère au fond que la France est en train de devenir une société multiculturelle sous les coups des flux migratoires et que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt un enrichissement. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'il y a une France qui ne pense pas du tout cela. Vous avez une France qui est une France du recentrage national, qui attire des électeurs de droite, de gauche et d'ailleurs, et qui considère que le monde global a apporté plus d'inconvénients que d'avantages. Inconvénients en termes économiques, avec la désindustrialisation, la délocalisation, le chômage des vieilles régions industrielles, des inconvénients politiques avec une dépossession du pouvoir politique national par des instances supranationales, l'OMC, l'Union européenne, le G7, le G20. Et puis aussi une France qui est inquiète de son identité. La France a toujours eu, à droite et à gauche, une identité culturelle forte. C'est le fameux modèle républicain français, souvent mal compris à l'étranger. Et beaucoup de Français, qu'ils soient de gauche ou de droite ou d'ailleurs, sont attachés à ce modèle et considèrent que peu à peu, une société qui devient cosmopolite, qui devient multiculturelle, est en train d'éroder, d'attaquer, de marginaliser ce à quoi ils sont attachés, c'est-à-dire cette France porteuse depuis la fin du XIXe siècle, de son modèle républicain, homogène, assis sur les droits de l'homme et pratiquant une politique d'intégration des minorités et non de reconnaissance des minorités dans l'espace public. Autour de cela, si vous voulez, c'est un clivage fort qui est en train de se créer. Quel clivage entre ce que moi j'ai appelé une société ouverte et une société du recentrage national. Ce clivage, on le retrouve dans de nombreux pays du monde. On le retrouve aux États-Unis, on le retrouve au Brésil, on le retrouve dans toutes les démocraties européennes. On est en train de le retrouver dans de très nombreux pays du monde. Et ce clivage, du moins pour la France, n'est plus un clivage entre la gauche et la droite. Donc vous voyez une élection qui est une élection importante, même si les Français ne s'en rendent pas compte, et une élection qui peut profondément redistribuer les cartes. Merci beaucoup, Pascal. Martin, comment cette campagne présidentielle est-elle perçue depuis les États-Unis? The floor is yours. So, how did I get the more difficult job? Sure. I'll speak in English, mais je peux parler en français aussi, je suis bilingue. But asking me to be here today really made me look back a lot on my own work over the last 30 years. Not just what I've written on France, but what I've written and tried to reason out the reaction of Americans towards France. And so I went back to two pieces that I wrote just for your reference. One is that something I published with a colleague, Theodore Lowy, back in 1992, which was a reaction to, it was for a conference on de Gaulle.
And it was a survey that we did among both American political scientists and also specialists on France on our understanding of de Gaulle and Gaullisme. And I also based it on a recent study that I did, a talk that I gave at the Institut Montaigne in November of last year, of 2021, which dealt with questions of l'extrême droite and populisme. So I put this together and put it together with other material that I had and tried to make sense of what the reaction is in America to a presidential election in France. So let me give you several points. The first is the question of knowledge. That is, do Americans know or care about a presidential election in France? And the brief answer is not much. But it's not just not much. They have never cared not much, and they cared a little bit not much at the time of de Gaulle and Mitterrand, who were strong personalities who defined what the French political system was, and they care less now when the personalities who are presenting themselves in the c'est pas pour moi, c'est même pas la peine que j'essaye. Much less well known. Je comprends rien. And much less admired in the United States. So the question is, that's the first problem. The second problem is, at which level do Americans understand it? So the first level is the general American public. The general American public is not much aware of who represents them in Congress, and they're certainly not much aware of a presidential election in France. But American political scientists, these are people who, after all, as we know, are among the most intelligent in the country and the most representative of understanding politics. And how much do they understand? And finally, specialists on France. So these three levels. De Gaulle was best known. Mitterrand was the second best known. Macron and Marine Le Pen are relatively unknown. But in America, Marine Le Pen, at least until now, was in some ways far better known than Macron was, because after all, she represents what Americans thought of as a right that doesn't exist in the United States. So that on these three levels, Macron is, until now, has had a certain disadvantage among Americans. But then he had the good luck of there being a war in Ukraine. And suddenly Macron is on American television actually quite a lot. And he's becoming better and better known. I'm not sure better appreciated, but certainly better and better known. And so the knowledge of Americans in general, political scientists on the second level, specialists on France on the third level, has really in some ways been enhanced by the role that Macron has played in recent months. The second thing that I think we should be aware of if we want to understand the reaction of Americans, or for that matter, any other country, to elections on France, is something that I've called the American filter. That is, Americans understand France through what kind of political filter? And United States public opinion sees France through a filter of American political values. So let me give you a couple of indications. Back almost 30 years ago, when some of these surveys were first taken, Jacques Chirac was perceived of in America as being pretty far left. So the question is, why was he perceived as being pretty far left? The answer is because he supported the welfare state. And in American terms, the welfare state, if you support the welfare state, you must be left and not right. And the second is Chirac, as all of the present candidates in France do, more or less supported a strong state. Well, as you know, particularly during the Reagan Revolution in America, and after that, the notion of supporting a strong state was considered really something to the left, not something to the right.
And France supporting a strong state is not perceived of in the same way. So therefore, Chirac and even Pécresse is perceived of as left because of the welfare state and their willingness to take state action in various ways. Even between de Gaulle and Mitterrand, in the survey that Ted Lowy and I took, Americans saw little difference between the two with regard to regard to questions of defense and foreign policy and even welfare state policy. And so these are the glasses, these are the filters through which Americans understand French politics. And during and since we did this survey in 1992, the filter has changed in some ways. That is, the American electorate and American political parties have moved increasingly to the right in American terms, moved increasingly to the right in American terms. And secondly, second dimension, Americans have become increasingly polarized. That is, the difference between left and right is considered to be far more important now than it was 30 years ago. The right-left division has dramatically increased at the presidential level and at the legislative level as well. So there has been, in this sense, what I perceive of as a kind of Europeanization of American politics, when opposition, and this to me provides a kind of key, but the opposition is not just an opposition, but the opposition is not so legitimate. That is, the opposition has become delegitimized. And you can find other examples of this in American politics, but this provides a filter through which Americans see Europe and also France. Secondly, there has been a decline in the moderate right in the United States. That is the kind of right that used to exist where on the economy, there was a left-right division, but there was much more moderation on social issues. Because the division was not overlapping. And now the division is increasingly overlapping, so that on those social issues and also on socioeconomic issues, there is a division between left and right that has accentuated this polarization of American politics, which means that it's also provided a filter which is also bipolar. Thirdly, there has been an institutionalization that is not really very appreciated here in Europe, and certainly not in France. There's been an institutionalization of the radical right in America. I'm not just talking about name calling, that is about Donald Trump. I'm talking about a real institution of the radical right. In 2021, in a short survey that I did, 10% of the American House of Representatives, 10% could be qualified as radical right. That's 44 members of the House of Representatives. Almost all of them Republican. That is, so 44, that is 10% of the House of Representatives, was about 20% of the Republican members of Congress could be categorized as radical right. And they have an institution. The institution is called the House Freedom Caucus. It's an institution with money that raises its own money. It's an institution that provides its own spokespeople. And it's an institution that in fact whose members number in fact more in Congress than members of Front National represent in the Assemblée Nationale. That is, and thirdly, there is a contagion effect. That is, once this happens, there is an impact on the political agenda and on strategies. All of this filters down, not just in terms of institutions, but also filters down from the top to the local level. This has been magnified, and it will be increasingly magnified over the next several years
by what we call in America gerrymandering, that is the reconstitutions of circumscription for the House of Representatives, which will be increasingly one party. It is roughly 90% of the circumscription for the House of Representatives now can be called one party congressional districts. One party because there's very little chance of another party winning it. And as the lines are drawn once again, that number will increase. So that I spelled this out carefully because I want you to see the filter through which Americans see French politics. That is this bipolarization, this polarization of American politics. So the question is French politics seen, does the right see the right in American politics? And does the left see the left in American politics? And the answer is no, not really. Not really, because by and large, French politics are seen in a contradictory way. They're seen mostly as left. That is, the right sees French politics as left. The left in America sees French politics as right. And the truth is, as we both know, French politics has been drifting to the right, as you described it. And American politics have been drifting to the right. And the extreme right in America is in many ways stronger than the extreme right in France, even if they didn't have a presidential candidate. So where does this leave us with regard to French politics? I mean, I haven't said anything about it. I mean, I'm an expert on French politics. I haven't said anything about French politics. The answer to that is that you asked me to talk about how Americans see French politics. And the answer then is complicated. Americans, depending on who they are, see French politics in terms of their own problems. And of course, this brings us, as everything does, to the current war. I mean, we'll come back to this, I know, further on, but I can only agree that this will accentuate the trends that now exist, both in terms of American politics and the way that Americans will perceive France. Let me stop there, I've talked too long. Merci beaucoup, professeur Shane. En effet, on va revenir sur ce point. Alors, je vous propose de faire un détour avant cela par le vote des Français à l'étranger. Pascal Perrineau, les Français, quand ils sont résidents à l'étranger, comment se comportent-ils? Quels sont les thèmes qu'ils retiennent principalement? Et à la lecture des résultats des précédentes élections présidentielles, comment votent les Français à l'étranger et quelles sont, selon vous, les perspectives pour cette nouvelle élection présidentielle à venir? Alors, globalement, les Français de l'étranger sont bien sûr des Français comme les autres, mais pas complètement. Des Français comme les autres, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent peu ou prou dans les différentes sensibilités de gauche, de droite, de la Macronie que nous venons de décrire, mais bien que ça soit différencié selon les régions du monde, mais globalement, ce sont des Français plus aisés, ayant plus de capital culturel en termes de niveau de diplôme que le Français de métropole. Et ce sont des Français qui ont une situation socio-économique bien sûr meilleure. Et il faut savoir qu'à la fois le niveau de diplôme comme la position socio-professionnelle est un des facteurs de l'orientation du vote. Donc, parfois, quand on caractérise les Français de l'étranger, on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont Français de l'étranger ou parce qu'ils sont simplement en haut des hiérarchies sociales et culturelles. Ça, c'est la première remarque. Même si le fait d'être Français de l'étranger témoigne certainement d'une évolution des valeurs. On a souvent décrit les Français comme étant un peuple relativement, à tort, relativement casanier, très attaché à son hexagone. Et il est vrai que les Français qui choisissent de faire toute leur carrière ou une partie de leur carrière à l'étranger ont en général dans la tête des valeurs d'ouverture, des valeurs
relativisation de leur ancrage national ou local. Ça, c'est les remarques préliminaires que je voulais faire. Ensuite, pour être simple, en général, on sait que les gens qui ont un plus haut niveau de diplôme comme un plus haut niveau en termes de position sociale sont des gens qui participent davantage. Plus, en effet, on appartient à une France déshéritée, moins on participe. Donc, souvenons-nous des longues queues devant les consulats aux États-Unis, par exemple, pour aller voter, alors que c'était vraiment très, très pénible d'attendre pendant de longues heures pour aller déposer son bulletin. Il y a là certainement une population qui est une population peut-être davantage participante, bien que ça ne soit pas vrai absolument partout. Ensuite, en termes électoraux, c'est une population qui est une population de centre-droit et de centre-gauche. Ça n'est pas du tout une population... Alors là, ils sont très différents. Les Français de métropole, quand vous prenez aujourd'hui les candidats de la protestation de la droite radicale ou de la gauche radicale, c'est environ 45% des Français. C'est-à-dire bientôt presque un Français sur deux. Sachant qu'il y a aujourd'hui, si vous prenez Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, ça vous fait du 33%. Vous rajoutez les 14% ou 12%, ça dépend selon les sondages, de Jean-Luc Mélenchon, vous voyez que vous êtes à presque 50%. Alors là, les Français de l'étranger, ils sont très différents. Parce que les Français de l'étranger, ils sont beaucoup moins séduits par Marine Le Pen, normalement par Éric Zemmour, bien que Éric Zemmour soit une protestation, j'allais dire, davantage bourgeoise au sein de la droite radicale par rapport à la protestation populaire, sociale que représente Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas Zemmour, Zemmour n'est pas Marine Le Pen. Donc, est-ce que, mais ça on aura la réponse dans quelques temps, certains Français de l'étranger peuvent être davantage séduits par Zemmour qu'ils ne l'ont été par Marine Le Pen? On verra. Je ne crois pas que cette séduction sera cependant, cette attraction sera cependant extrêmement importante. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, alors là, il faut faire attention, parce que Jean-Luc Mélenchon peut, auprès de Français de l'étranger, ayant un profil, par exemple, enseignant, ayant un profil coopérant culturel, là, à ce moment-là, c'est une population qui, déjà en France, a un tropisme pour la gauche radicale, et donc on pourra retrouver dans certaines implantations de Français à l'étranger où ce type de population est surreprésenté, on pourra trouver un vote Mélenchon. Mais globalement, ce seront avant tout Macron et Pécresse qui seront davantage représentés, parce que ce sont des forces considérées comme des forces relativement modérées et des forces de gouvernement, ce à quoi les Français de l'étranger sont très souvent attachés. Ils n'ont pas envie de plaies et de bosses, comme beaucoup de Français de métropole, qui ou bien iront protester à l'élection, et quand ils n'iront pas protester, attendront goulûment un troisième tour social pour envoyer le message qu'ils n'auront pas envoyé au moment de l'élection présidentielle à Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Pascal. Professor Chain, would you like to react on what Sure, always. Please do. Where shall I begin? Over many years, I have met, particularly in New York, which is a great center for French people who live abroad. And to me, it's always interesting. Yes, of course, I agree with you. There's a centre droite, centre gauche that one finds. But I also find that maybe too general. There are different populations of French people who live abroad that I've met over the years, and that I've met with actually like this, just to talk. One population is obviously students, since I'm a prof at université. All of the French students that I've met at New York University or Columbia University or a few others, I've actually spoken to many around the country,
they have all been of the left, more or less of the left. There is a second population, and that is businessmen, hommes d'affaires, who are almost all of the right, not of the extreme right, but of the right. And then there's another population that one comes across very easily if one is in any big cities in the United States, and that is people who own restaurants. There is a very significant population of restaurateurs who own small restaurants in New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, and they have all been of the center right. I've never met any of the center left, ever. So the question is, does this change over time? I'm not so sure it changes over time. The ones who seem to change most over time, something I would love to explore sometime, maybe by eating a lot more French restaurants. But the ones who seem to change most over time are businessmen. And I remember the transition to Mitterrand, for example, who more or less hated Mitterrand and who learned to love him for a variety of reasons. But these are people who, in many ways, are very practical in terms of politics, and in many ways have been changed by their experience abroad. Students, of course, are also changed by their experience abroad, but their students are always going to be at the left. You're never going to have a large number of students of the right at NYU or Columbia University. So it's this population of hommes d'affaires and people who work for them in French companies and French boutiques, and these are really, I find them really, really interesting people. So what is one to make of an election like this one? I mean, I thought you laid it out wonderfully. Absolute confusion. Confusion. This is not the obvious election. This is not, it's not gauche droite. It's not an election of strong personalities here and there. It is absolute confusion of people who are relatively unknown, even for people who actually know France. And what do people do when they're confused? They don't vote. They just stay home. They go to a French restaurant. And I suspect that's what will happen. Hope I'm wrong. I suspect that's what will happen because there's confusion, there's ideological confusion, there's personality confusion, there is confusion about most things. There is one issue, however, and maybe we'll have a chance to talk about this as we continue to talk. There is one issue which is going to be hugely magnified over the next few months, and that is the issue of immigration and refugees. We're talking about 3 million refugees still counting who are coming out of Ukraine. Not to count all of those Russians who will decide not to go home because you don't know what's going to happen when they go home. So we're talking about millions of refugees, not just in Europe, but that the United States will be involved in as well. If we're looking to find a comparison, it is after the war in Vietnam when they dealt with Vietnamese and Cambodian refugees. If Europe cannot put in a system for the distribution of this hugely growing number of people who will be becoming refugees, then I think everything will be in great confusion. And will people vote Marine Le Pen because of the refugees, anticipated refugees in France? I don't know. I mean, typically, one would imagine such a thing. But after all, I don't know. I wish I could speak more authoritatively about how people will react to what one sees as this wave that is coming towards us, which has not been spoken of or really dealt with. So anyway, that's... Merci beaucoup, professeur Shane. Pascal, à l'heure des turbulences géopolitiques que nous sommes en train de vivre, la place de la relation transatlantique revient-elle ou non?
dans la campagne présidentielle française? Y a-t-il des candidates ou des candidats que l'on pourrait qualifier à tort ou à raison d'atlantistes? Et est-ce que certains mettent cette relation plus particulièrement en avant? Oui. Alors, quand on regarde les enquêtes, d'abord du côté des électeurs, ce qui est frappant de voir, c'est que cette élection n'est pas une élection comme les autres. Pourquoi? Parce que les enjeux internationaux, d'habitude, n'existent pas dans les élections présidentielles françaises. Ils n'existent pas. Là, subitement, l'enjeu, bien sûr, de la guerre en Ukraine et de tous les problèmes de géopolitique que cela pose a impacté très fortement les thèmes de campagne. La guerre en Ukraine et ses conséquences internationales sont aujourd'hui un des deux sujets de préoccupation de l'immense majorité des électeurs français, avec un autre sujet, plus interne, mais très touché par la question ukrainienne, qui est le pouvoir d'achat. Et quand on les interroge, les Français, le premier thème, ils disent, c'est le pouvoir d'achat. Et je crois que beaucoup de candidats et beaucoup d'élites en France, économiques, culturelles, ne se rendent pas compte qu'en dépit du discours gouvernemental qui nous dit le pouvoir d'achat moyen à grimper, mais qu'est-ce que c'est qu'une moyenne pour un Français? Ça n'est rien, hein, c'est pas ce qu'il a dans son porte-monnaie. Les Français pensent tout à fait autrement. Les Français pensent que les conditions économiques se sont dégradées et dès qu'on est dans les petites couches moyennes, les ouvriers, les employés, les chômeurs, la perception est une perception de dégradation du pouvoir d'achat. Et les Français se disent, la montée des coûts de l'énergie, plus la montée de tous les intrants qui servent à faire de multiples produits, plus la montée du coût des produits alimentaires, va impacter dans les semaines et les mois qui viennent de manière redoutable notre pouvoir d'achat. Donc, il y a là une structure de préoccupation que l'on n'avait jamais connue auparavant. D'abord, jamais la guerre ne s'était invitée dans une élection présidentielle. Jamais. Il y avait eu vaguement en 1981 l'histoire des euromissiles, mais ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas cette réalité de la guerre à 2000 km des frontières françaises. Donc, on a donc cet enjeu. Alors, cet enjeu, bien sûr, il débouche, mais pour une minorité de Français informés, il débouche sur la question de la riposte à l'agression russe et des forces à mobiliser. Les Français, en effet, se rendent compte qu'actuellement, si un territoire de l'Union européenne était touché, l'article 5, si ma mémoire est bonne, du traité de l'OTAN se mettrait en branle et donc l'OTAN serait amenée à répondre. L'OTAN, pour l'instant, ce qui fait sa puissance, c'est la force militaire américaine. Donc, l'Europe vit encore dans l'idée et la réalité qu'il y a, une protection américaine. Mais les Européens sentent bien en même temps que depuis Obama, confirmé par Trump et confirmé par Biden, le regard des États-Unis sur la scène géopolitique a partiellement quitté l'Europe pour investir d'autres horizons, et en particulier les horizons asiatiques. Donc, il y a une inquiétude redoublée qui fait revenir ce que l'on connaissait dans les années 50, c'est-à-dire la question de comment défendre les démocraties de l'Union européenne s'il y avait une agression de l'Ouest. Comment les défendre? L'armée française, c'est 15 000 hommes aujourd'hui, opérationnels, et des munitions qui devraient durer 15 jours, 3 semaines. Donc, le sentiment, même pour la force militaire principale de l'Union européenne, que nous sommes extrêmement dégarnis. Alors, cela a provoqué un changement gigantesque, enfin, de prise de conscience des Européens, qu'il ne faut pas compter complètement sur le parapluie américain. C'est bien sûr l'effort budgétaire que la France va faire dans les années qui viennent et a déjà commencé à faire sur le budget de la défense nationale, mais c'est surtout le changement de stratégie fondamentale d'une Allemagne qui a enfin quitté sa culture pacifiste pour se poser la question du réarmement de l'Allemagne. Et puis également la Suède qui sort de la neutralité. Donc on voit que
ce qui se passe est un choc fondamental au plan géopolitique, même si tous les Français, bien sûr, ne sont pas au courant de toutes ces subtilités, mais ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer, non pas dans le désarrimage, mais dans la déconnexion relative à laquelle nous nous étions habitués depuis l'après-guerre entre les pays européens et les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas un sentiment d'abandon, parce qu'il n'y a pas d'abandon, mais il y a un sentiment de déconnexion et qu'il faut faire quelque chose, mais c'est salutaire, parce que ça permet aux Européens de ne pas compter sur le grand frère américain et d'enfin se poser le problème de l'armement de l'Europe pour se défendre en cas d'agression. Donc, quelque part, le désarrimage a à terme une conséquence positive, mais dans la période actuelle, ça crée un sentiment de fragilité évident. Que fait-on si la Russie se met à bombarder la Pologne ou à bombarder les réels apports d'armement, armement létal, dit-on, ok, d'accord, mais les armements que l'on fait passer par la Roumanie et par la Pologne pour aider les Ukrainiens. Il peut très bien y avoir une riposte russe à un moment ou à un autre. Donc, que fait-on à ce moment-là? Et a-t-on la force de frappe suffisante pour tenir le choc en cas d'une crise qui pourrait déboucher assez vite sur une guerre mondiale, sur la Troisième Guerre mondiale. Donc, on est dans une période de très, très profonde inquiétude, d'interrogation, en effet, sur la solidité dans les mois, les semaines et les années qui viennent du lien transatlantique. Et il y a des interrogations sur les intentions profondes de Biden. Après la brutalité des positions de Trump, il y a beaucoup d'interrogations sur, au fond, quel est l'impensé ou le pensé du président Biden sur le lien transatlantique et en particulier l'attitude des États-Unis dans le cas d'une agression d'un des pays de l'Union européenne et surtout d'un des pays de l'OTAN. Ça, c'est très important. Deuxième élément, dans ce contexte de trouble, d'interrogation, moi, à mon avis, on assiste à un retour partiel de l'anti-américanisme. Alors, l'anti-américanisme en France, ça s'est toujours bien porté. Il y a eu des ouvrages là-dessus tout à fait intéressants sur l'anti-américanisme. Ça s'explique largement que quand il y a deux puissances dans le monde qui ont une déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui donc veulent se présenter comme des puissances qui donnent un exemple au monde entier, il y en a une de trop. Les Américains ne supportent pas que la France se prétende une puissance universelle. Les Français ne supportent pas que les Américains se prétendent une puissance universelle. Quand il y a deux universalistes, il y en a un de trop. Il y en a un de trop. Donc, j'allais dire l'anti-américanisme, voilà. Il y a d'autres explications, mais à mon avis, celle-là est assez opératoire. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'anti-américanisme fait retour, particulièrement parmi tous les candidats de la protestation. Pas du tout chez Emmanuel Macron, pas du tout chez Valérie Pécresse, mais dès que l'on va, pas chez la candidate socialiste, mais dès que l'on va vers Mélenchon pour la gauche radicale, Zemmour ou Marine Le Pen, l'anti-américanisme est extrêmement présent et fait retour. Chez Mélenchon, c'est même un des moteurs. Aujourd'hui, cet anti-américanisme, on a l'impression que la guerre en Ukraine a été provoquée par les Américains, c'est-à-dire il reprend le discours de qui? De Vladimir Poutine. Même chose pour Zemmour, et même si c'est plus subtil, on entend également ce thème chez Marine Le Pen. Donc, les États-Unis sont redevenus sur la scène politique française, comme ça l'était dans les années 50 et 60, sont redevenus un diable. Un diable, c'est excessif, mais une puissance dont on explique que tous les maux arrivent par elle. Et ce qui évite, bien sûr, un retour critique des Européens sur eux-mêmes. Merci beaucoup, Pascal. Professeur Shane. Very good as move.
nous sommes affligés. L'anti-américanisme est arrivé dans le dur. et la conception de Joe Biden. Alors, il y a deux choses. There are two things that are very striking to me in the current crisis, which is really what we're talking about. The first is Joe Biden he may have passed through Paris today, so I'm not sure what will happen today and tomorrow and the next day. But the relative absence of NATO and the European Union, as not symbolically and not potentially, but actively from day to day. The statements that are being made, the walls that are being formed against Putin now are not by NATO and not by the European Union, even though symbolically it exists, but are being done by individual states. Statements that are coming from America, from Macron here in France, and others. There's no cohesiveness now in NATO or the European Union. And I'm presuming that if this crisis goes on, and it will go on, that it will prove very important for a stronger NATO, that is to strengthen NATO, and for a stronger European Union, which has, while it's not been entirely absent, certainly has not been strong. So that's the first thing. The second thing is that I agree with Pascal, that this campaign has been nationalism, the statements of nationalism in this campaign here in France have been supported and strengthened by the current war. That is the statements by Marine Le Pen, by Eric Zemmour, by Mélenchon, who is naturally, left nationalist. All of these statements, which draw back on their own traditions, have been strengthened by this war, and will be strengthened even more by this war. And I don't want to let this pass. Be strengthened even more by this war as the refugee and immigration crisis begins to build. There are 3 million, maybe more, we don't know yet, immigrants and refugees who will be coming here. They're coming here. They will not be coming to America so fast unless an agreement is reached that is sort of parallel to what we did in Vietnam and Cambodia about who will accept these refugees. Second, these refugees, while we're talking about this, these refugees ne sont pas comme les autres. They are mostly women and children. They are not men who will be taking jobs, but children who will be going to school, and women who will need support and will be looking for work as well. It's a different kind of problem and crisis than existed in the past, and it requires institutional strength. And whether the European Union and NATO can find that institutional strength to deal with it. It is, in fact, a new division in Europe. And it is new. There is a new wall that's going up in Europe. It's not where the old wall was. It's a new wall that's going up in Europe. And it seems to me this is important. This will become increasingly important and will increase, can either increase, it can go two ways. It can increase the importance of NATO and the European Union as institutions for dealing with this crisis, or it can go the other way. It can increase the sense of nationalism, and therefore it can undermine both NATO and the European Union. I don't think I can say much more. Merci beaucoup, Marc. Je vous propose que nous passions aux questions qui nous sont posées par les auditeurs. On a trois types de questions, certaines qui concernent plus spécifiquement la vie politique française, d'autres qui concernent la vie politique américaine, et puis un troisième type de questions plutôt de dimension internationale. Alors, je vous propose de débuter par les internationales pour resserrer ensuite la focale vers le national.
Une première question qui est posée par Éric Lebon. Que pensez-vous de la sortie de Lavrov, des Affaires étrangères russes, qui reconnaissait à Emmanuel Macron d'être le seul dirigeant à ne pas se coucher devant les États-Unis? Et je lis à cette question une autre de Jean-Julien Pascalet. Que pense Joe Biden d'Emmanuel Macron et de la position de la France? Que pense Joe Biden d'Emmanuel Macron? Well, Joe Biden will certainly say something about Emmanuel Macron, la position de la France, today and tomorrow. Okay, so I don't want to anticipate what he will say, but it seems to me that that Biden is counting on Europe, and by Europe he means Macron, because Biden needs people. He's a people person. He needs people he can count on. He can no longer count on anyone in Germany. He certainly can't count on British anymore. That leaves the last one standing is Macron. So Macron is the person that I presume he will count on, and I believe I'm not sure what his Secretary of State is saying to him now about Macron, but he's certainly saying something. And I believe that Macron is the strongest person that he can count on in Europe to be what we call in American basketball, the point person. That he will be the point person to organize a European response. And therefore, I think it will be very important because Biden is trying to avoid this being a Russian-American confrontation. And that leaves Macron. À l'autre bout du spectre, Pascal. Alors, sur cette phrase de Lavrov que je n'avais pas repérée, j'ai travaillé toute la journée complètement sur autre chose. Si vous voulez, le très subtil, mais très viril ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a tout intérêt dans la situation actuelle à introduire à la fois un coin entre les différents Européens, entre ceux qui se coucheraient donc, et ceux qui ne se coucheraient pas. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure Mario Draghi, Sanchez, le chancelier Scholz se couchent devant les États-Unis. Ça demanderait à être prouvé. Mais il y a là une stratégie, en effet, où c'est de bonne guerre. Lavrov cherche à introduire un coin entre les Européens et un second coin entre les Européens et les États-Unis d'Amérique. Parce que jusqu'à maintenant, la Russie est surprise, si vous voulez, de l'unanimité de la réponse européenne. Ils ont été extrêmement surpris que l'Union européenne arrive enfin à avoir une réponse unifiée. Ça avait déjà un peu, ils auraient dû être plus attentifs, ça avait déjà un peu commencé sur la Covid. Eh bien, ça se poursuit sur un terrain différent qu'est le terrain international et on ne peut que s'en réjouir. Et là, bien sûr, les Russes ont intérêt à essayer de casser cette montée en cohérence de l'Union européenne et d'introduire des coins. J'analyserai, je ne suis pas un créolinologue, mais j'analyserai cette attitude, cette phrase de Lavrov de la manière suivante. Merci Pascal. Alors une question qui nous est posée par Elisabeth que nous saluons chaleureusement, qui est la présidente de la section des alumni au Canada, et qui vous pose à l'un et l'autre la question suivante. Can both Pascal and Martin comment on the Europeanization of American politics? Considering Europeans have experienced the polarization for a longer time, what are observers looking for in determinants of future trends in the US? Martin. I don't see the end of polarization in America coming very, very quickly. The middle ground is separating. And the reason for this is that given American federalism, that the political contest now is which party can control which states.
and the Republican Party is attempting to control. It's now about 50-50. The Republican Party has slightly more states than the Democratic Party has. And it's not entirely sure among those states which are Trumpist or which are extreme right and which are not. And this will begin to sort out over the next 2 years, but very rapidly as we approach the presidential elections of 2024. 2024. And so really it's a contest not at mid-level, that is at the state level, to see which party, not so much for the Democrats. There's a parallel here. The parallel is it used to be the contest was within the Democratic Party. That is, which part of the Democratic Party was Dixiecrat, that is Southern Democrats, and which part of the party was Northern Liberal. Now the contest for politics is within the Republican Party about which part of the party will be radical right. And I hesitate to use the word, but it's true, it is radical right. And we can define, if we have more time, we can define what that means, which part of the party will be radical right and which part of the party will be more moderate. That is economically Republican, and which part of the party will be identity Republican. And it's not yet clear how this will turn out, but it will depend upon primary elections that will take place this year and 2 years from now. So there's no simple answer to this, but the trend is certainly, I mean, one would have expected that a man who loses the presidential election will begin writing his memoirs. But since Trump is not capable of writing his memoirs, I mean, several reasons, part of which is he's a man of action. He doesn't write. He sees himself, and he is seen by many of these state parties as the presidential candidate in 2024. So, yes, David, continue. Alors, en effet, moi, sur cette européanisation de la vie politique américaine, ça me frappe. Comme je vais chaque été enseigner aux États-Unis, j'étais jusqu'alors très séduit par le pacifisme américain dans les familles. Quand on allait chez nos amis américains, il y avait des démocrates, il y avait des républicains. C'était extrêmement paisible. Et moi, pour moi, c'était presque un modèle de cohabitation, de mœurs civilisées. Maintenant, c'est pire qu'en France. Quand on va aux États-Unis, voilà, les démocrates haïssent les républicains haïssent les démocrates, et on a l'impression d'être en France. Dans les années les pires, 50, 60, quand j'étais jeune, enfant, et que dans les familles de droite, voilà, on injuriait la gauche, et dans les familles de gauche, on injuriait la droite. Les assiettes volaient. Quand un père de droite découvrait que son fils était de gauche, c'était un drame, etc. Bien. Et presque en France, ça s'est relativement pacifié. Aux États-Unis, c'est exactement le mouvement inverse qui s'est passé. Donc, les États-Unis, c'est l'Europe d'hier, ou la France d'hier. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, donc cette polarisation, oui, elle appartient bien à un schéma d'européanisation. La droitisation que l'on connaît en France de manière forte et que les États-Unis ont connu et connaissent encore de manière extrêmement forte. Le déclin de la droite modérée. Je crains que à la prochaine présidentielle, on assiste tout de même à ce déclin de la droite modérée. Madame Pécresse est mesurée aujourd'hui aux alentours de 10-11%. Si c'est son niveau final, ça voudra dire un déclin de la droite modérée au profit d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, c'est-à-dire tout de même des courants qui sont issus directement ou indirectement d'une droite beaucoup plus radicale. Ce qui est différent, c'est bien sûr ce que Marty a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout de même la religion de l'État-providence, j'allais dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, ça reste une religion française. Le quoi qu'il en coûte, qui est la nouvelle version de ce culte de l'État-providence,
et tout de même extraordinaire, quoi, hein. Surtout en France, on parle avant tout de dépenser encore plus, quoi, parce que tout de même, c'est l'État qui est en cause. Et au fond, à droite et à gauche, on entend à peu près les mêmes discours. Donc ça, c'est très, très différent aux États-Unis, où même beaucoup de démocrates américains nous considèrent, même quand on est de droite modérée française, comme des exaltés d'extrême-gauche, hein, étant persuadés qu'il n'y a qu'une réponse possible, l'État central, la nationalisation définitive ou temporaire. Je regardais une enquête avant de venir, la nationalisation reste un des termes que les Français positivent le plus aujourd'hui. Hein, c'est le retour en force du thème de la nationalisation. Ça, c'est une grande différence. Et puis, l'institutionnalisation même de la droite radicale, elle est forte aux États-Unis par le fait que le Trumpisme a investi le Parti républicain. L'institutionnalisation de la droite radicale dans la droite classique c'est pas du tout pareil. Les républicains restent, en dépit du phénomène Ciotti, mais restent tout de même beaucoup plus à l'abri d'une pénétration extrêmement forte. Leur appareil n'a pas été pris en main par la droite radicale. Ça, c'est une grande différence avec l'appareil républicain aux États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire que les républicains, surtout s'ils restent à 10-11%, ne connaîtront pas une crise, mais la crise prendra autre chose. L'appareil ne tombera pas dans les mains d'Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Simplement, l'appareil il y aura toute une partie de l'appareil qui partira vers Macron et vers Édouard Philippe, qui a créé un nouveau parti droito-macrono-compatible. D'autres partiront vers Zemmour, et puis il restera les historiques qui garderont les républicains canal historique. Hein. Voilà, mais ça deviendra un petit parti, peut-être comme le Parti socialiste. We should not forget what happened in America with the attack on Congress on January 6th of last year. This is not a small thing. It's not a small thing because it was done with the approval of the President of the United States, even the leadership of the President of the United States, to encourage an attack on Congress and attack even on his own vice president. This is a kind of violence that we haven't seen in American politics. Well, I'm trying to think of the last time. I actually cannot think of the last time since the Civil War in America. It's not just that the violence existed; it's that the violence existed with the collaboration of the elite politique. And even now, as this is being played out, it's not clear, whether the people who committed this violence, it's an attack on the state. Yes. Whether the people who committed this violence will be punished appropriately. And it's not even that they should be punished appropriately, they should be condemned absolutely in a democracy. This is not the way democracies are supposed to function. In France, you have to go back to the attack on the Assemblée Nationale, right? This was the only parallel that I could find to the attack on the institutions of the Republic. This was an attack on the institutions of the Republic that was approved of by the leadership of the Republican Party, that even in some ways collaborated in it. It's amazing, right? You can't just let this pass. This really sets polarization apart. I agree, it's a different kind of polarization. It's not the polarization that we study with the way people vote. It's in the United States now, we have a separation of families, famille politique, that never existed before in my lifetime. It's becoming an increasingly long lifetime. Anyway, this is. Alors les deux dernières questions. La première qui s'adresse à Pascal Perrineau. Pensez-vous que les Français voteront différemment pour la présidentielle et pour les législatives? Et la dernière question qui, elle, s'adresse à Martin.
what stake do ordinary Americans have in the outcome of the election? Why should they be interested? Pascal. Alors, d'habitude, depuis la réforme de 2001 sur le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, les législatives sont devenues des élections qui se font dans l'ombre, qui sont l'ombre portée de la présidentielle. Ce sont des élections secondes, second order elections. C'est-à-dire elles reçoivent leur principe de fonctionnement de la présidentielle. Le président est élu, il a une majorité, souvent une majorité énorme. Ça a été le cas pour Sarkozy en 2007, pour Hollande en 2012 et pour Emmanuel Macron, qui n'avait aucun parti préexistant, contrairement à Sarkozy et Hollande, et qui a fait la même performance avec un parti qui n'en était pas un, La République En Marche, en 2017. Donc, normalement, si cette loi, avec de multiples guillemets, est valable, ça devrait se reproduire. Cependant, pour des raisons constitutionnelles, il y aura un délai important entre le second tour de l'élection présidentielle en avril et les élections qui auront lieu en juin. Donc, le délai est plus important que d'habitude entre ces deux élections. Il y a des raisons de congé, voilà, d'attitude du président aussi qui a voulu, la dernière fois, investir dès le dimanche la présidence, ce qui a provoqué un décalage dans le calendrier. Donc, on a un délai qui ouvre la réflexion sur est-ce que les Français, cette fois-ci, vont rectifier le vote du second tour. Mon sentiment est plutôt non pour l'instant. Non pour l'instant. Pourquoi? Parce que les vaincus se démobilisent. Quand vous êtes vaincu à l'élection présidentielle, vous vous démobilisez. Vous dites la messe est dite. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire à voter dans une des 577 circonscriptions pour essayer de rectifier la balance? Si vous voulez, ça, c'est des réflexions de politistes. C'est des réflexions de gens qui ont fait Sciences Po. Hein. Mais la moyenne des Français ne fonctionne pas comme ça. L'homme de gauche qui aura même pas une candidate au second tour, il dira que tout le monde aille se faire foutre, je vais aller pêcher le dimanche des élections. Cependant, le pouvoir est inquiet. Le pouvoir est inquiet au point de penser à un scénario qui est, à mon avis, un scénario fou. C'est-à-dire la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale après l'élection du président, en l'occurrence Macron, au soir du 24 avril, qui sera le second tour. Donc, le président, à peine élu, entreprendrait une dissolution pour tenter de rapprocher l'échéance des législatives de la présidentielle. Alors là, je dis, attention, d'abord, ça va être perçu tout de suite comme une magouille. Ça risque de coûter très cher au président. Le fait que les macronistes pensent ça montre leur fébrilité et leur manque de métier politique. Si vous voulez, qu'on soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, quand on sort d'une élection qui, en plus de ça, peut être une élection large, 60%, etc., et qu'on va dissoudre une assemblée qui est une assemblée déjà hyper macroniste, vous voyez, les gens se disent, il y a anguille sous roche. Et attention au précédent, c'est-à-dire la dissolution en 1997 par Jacques Chirac d'une assemblée chiracienne. Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Alors personne ne s'y attendait, ils lui ont envoyé dans les dents une assemblée de gauche et ça a été la plus longue cohabitation de l'histoire, 5 ans. Donc, oui, si vous voulez, non globalement, mais oui partiellement, et en effet, le pouvoir est inquiet. Le pouvoir est inquiet. Et cette idée que j'espère que Emmanuel Macron abandonnera montre que l'inquiétude s'apparente même à de la fébrilité. Merci Pascal. Well, this is actually a very easy question. There's no reason to have a stake in the outcome of French elections for a public
well, outside of Europe. But that's not quite true. That's not quite true. It's not quite true because if the election turns out the way we know it will turn out, it will be Le Pen contre Macron. Then the stake actually becomes much stronger. Assuming that Macron wins, it is a kind of negative stake. That is, Macron has to win. Otherwise, how do we deal with France? Because if Marine Le Pen wins the presidential election, which is highly unlikely in a very unstable world, but if she would win, the stakes would be enormous. It would be enormous for Europe. The stakes would be enormous for the United States. So that, assuming that Emmanuel Macron is going to win the election, as most Americans would if they know who this is, then the stakes are not important at all, except the stakes are important if the negative should take place, and the stakes are then obvious. So why should Americans say they care now? They won't, and they don't, but they should, maybe. Bien, merci beaucoup à tous les deux, très chaleureusement. Martin, vous qui avez fait le déplacement spécialement pour Sciences Po Alumni. Et vous, Pascal, merci pour votre disponibilité comme d'habitude. Avant de nous séparer, je voudrais très chaleureusement remercier pour leur présence nos camarades aux Amériques, notre amie Elisabeth au Canada, la présidente de la section, Anne, la directrice de la US Foundation, et Nathalie, qui est depuis Bogota membre du nouveau cercle franco-colombien de Sciences Po Alumni. Donc, soyez en notre nom chacune très chaleureusement remerciées pour votre présence, au même titre que l'ensemble d'entre vous qui avez participé à cette rencontre. Martin. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité ici. À ce moment, je suis à Paris, mais d'habitude, je suis plus souvent dans New York. C'était, comme toujours, très intéressant. Et moi, j'étais content d'avoir ce dialogue grâce aux alumni avec mon vieil ami et complice, Martin Shane, qui est, en plus de ça, le meilleur spécialiste américain depuis de nombreuses années de la vie politique française. Merci. Merci à nouveau à tous les deux, également à ma collègue Camilla Pagani, qui est présente parmi nous ici à Paris, chargée de mission pour le réseau international de Sciences Po Alumni, et qui a permis que cette réunion régionale Amérique au pluriel soit rendue possible. Bonne journée à tous et à toutes. La journée est encore devant vous aux Amériques. Profitez-en et nous vous donnons rendez-vous très prochainement à Sciences Po Alumni. Bonne journée à tous et à toutes. Et à très bientôt. Au revoir. On peut faire la proposition. Sous les applaudissements nourris de la salle. C'est un peu étrange.